Juste, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Noémie Pousse, je travaille à l'Office national des forêts en recherche et développement et je suis chargée de recherche et développement en pédologie et station en climat changeant. Là, je vais vous présenter donc l'outil Zoom 50 mètres qu'on a développé en RDI à l'ONF. Donc, j'ai repris un peu ce qui m'était demandé et puis n'hésitez pas à poser des questions par après pour avoir plus de détails puisque du coup, là, c'est vraiment très axé historique de pourquoi on a développé cet outil et un petit peu comment il fonctionne. Donc, dans l'historique, en fait, on a initié les travaux autour de cet outil puisqu'on avait un énorme besoin d'outils d'aide à la décision à l'échelle de la parcelle pour plusieurs usages, enfin, voilà, que ce soit l'aménagement, les plantations, etc. On avait un gros besoin d'aide à l'actualisation en climat changeant des préconisations par station, hein. Pour rappel, hein, la station, c'est une zone homogène vis-à-vis des besoins des arbres. Et les besoins d'une espèce par rapport aux éléments du milieu, c'est des besoins en eau, en air, éléments minéraux, chaleur. Et donc, voilà, il va y avoir quand même pas mal de ces besoins qui vont changer en climat changeant. Et actualiser tous les catalogues de stations à l'échelle de la France dans un délai raisonnable pour répondre aux enjeux actuels paraissait un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est orienté sur une aide à la décision, une aide à l'actualisation des préconisations par station. Ces travaux aussi s'inscrivent en fait dans la suite un peu de Climessence. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans Climessence avec pas mal de partenaires que je ne vais pas redétailler ici. Et du coup, dans la partie Zoom à 50 mètres de Climessence, on a été beaucoup basé sur des travaux internes RDI, mais en ayant utilisé ou en utilisant d'autres partenariats. Euh, et notamment, quand on a testé à l'échelle de la parcelle, on a testé des outils qui existaient à l'échelle de la parcelle. Donc, à droite, il y a les cartes de probabilité de présence du hêtre sur la forêt domaniale de Chaux à différents horizons temporels selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, selon les modèles de Pied-d'Alu et al. De 2016. Euh, donc voilà, ça fait partie du travail en amont. On a voulu tester différentes approches existantes à l'échelle locale, qui actualisaient un peu les préconisations à l'échelle locale en climat changeant. On a testé ça donc en direct auprès des gestionnaires forestiers pour vérifier l'adéquation avec leurs besoins. Donc là, il y a eu plusieurs massifs, mais les principaux, c'était forêt domaniale de Chaux, forêt domaniale de Compiègne, qui faisaient l'objet de révisions d'aménagement et qui avaient déjà des problèmes un peu de dépérissement. C'était avant les crises scolytes, hein, donc, puisque là, les travaux de Victor Moinard, c'était 2017. Euh, du coup, il n'y avait pas beaucoup de choses à l'échelle locale qui existaient à l'époque. Et quand on a testé en fait les modèles de niche existants, il y avait quand même beaucoup d'incohérences des résultats. Alors, on avait regardé que en climat présent, en se disant si déjà en climat présent ça ne fonctionne pas, on ne va pas pouvoir projeter ça en climat futur. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait dans les modèles une recherche d'optimum de présence en croisant des variables qui sont corrélées entre elles en climat passé. Et donc en fait, euh, ces modèles-là sont basés sur les données d'inventaire forestier national et ces données d'inventaire forestier national n'échantillonnent pas tous les croisements possibles entre les variables qui expliquent la présence des essences à l'heure actuelle. Et le sol et le climat étaient fortement corrélés. Forcément, hein, la genèse du sol dépend du climat, mais il va y avoir une décorrélation en climat futur puisque le sol va évoluer beaucoup plus lentement que le climat. Donc voilà, on avait un peu des incohérences comme ça qui sont normales. Du coup, on s'est dit qu'on allait quand même tester le modèle ICAS à l'échelle locale en sachant très bien que ce n'était pas la bonne résolution. Et effectivement, le résultat, c'était que la résolution du modèle ICAS qui est dans Climessence n'était pas suffisante, mais il y avait un intérêt fort pour ces trois variables qui sont un peu indicatrices de processus écophysiologiques et qui sont peu corrélées entre elles. Voilà. Avec cet intérêt de positionner en fait la situation locale par rapport à des seuils un peu d'observation de l'essence au niveau européen. Donc un peu, voilà, on n'était plus dans une notion d'optimum. On cherchait juste à savoir comment se positionner la parcelle, la forêt,
par rapport à des conditions européennes au-delà duquel on n'observait plus l'essence. Donc, les financements pour créer l'outil, ça a été des financements internes à l'ONF avec quelques stages et puis beaucoup de compétences internes RDI. Voilà. Et au début, on s'est adressé beaucoup aux référents changement climatique. On a un réseau de référents dans les différentes régions qui sont formés aux impacts du changement climatique, au changement climatique, au rapport du GIEC, et qui sont en lien direct avec les gestionnaires, qui donc élaborent un peu les stratégies, les décisions à prendre en climat changeant. On s'adressait aussi à la R&D de l'ONF pour répondre un peu, enfin aider la R&D à répondre aux questions qui se posaient dans chaque région, justement d'actualisation des préconisations en climat changeant. Et du coup, le questionnement auquel répond Zoom 50 mètres, et c'est la seule question à laquelle répond Zoom 50 mètres, c'est comment évolue le déficit hydrique de ma parcelle, de ma station, par rapport au seuil de déficit hydrique au-delà duquel on n'observe plus l'essence à l'échelle de l'Europe. Donc là, il y a juste un petit graphique qui explique ça. On a tout à fait en bas à droite la densité des points de présence du sapin pectiné au niveau européen selon le gradient de DHYK. Donc DHYK, dans tous les sens, c'est la somme des déficits hydriques annuels. Donc, pour chaque mois, on calcule ce que l'arbre aurait dû transpirer, mais n'a pas pu transpirer parce que le sol était vide en eau. Et on fait la somme de tous ces déficits calculés pour chaque mois au niveau de l'année. Et en regardant la densité des points de présence par rapport à ces déficits hydriques annuels, on calcule un seuil par bootstrap, donc par échantillonnage aléatoire dans la population européenne, qui correspond à 97,5% de la population. C'est-à-dire au-delà du seuil là, de DHYK, il y a seulement 2,5% des points qui se trouvent dans des situations de DHYK plus élevées. Et ce seuil-là, on le reprend dans Zoom 50 mètres. Mais dans Zoom 50 mètres, on va utiliser donc à gauche des données climatiques plus fines, à résolution de 50 mètres, des données de sol local. Et donc là, il y a une variété de données possibles qui sont liées vraiment enfin, il y a eu un déploiement un peu variable des catalogues de stations et des cartographies de stations à l'échelle de la France. Et donc, il a fallu prendre en compte cette variabilité dans les données disponibles en entrée. Donc là, je vous présente un relevé Foreval, qui est une application Android développée en 2020 pour essayer d'aider au diagnostic et à la création de nouveaux relevés sols quand on n'a pas de catalogue et de carte de station pertinents sur le massif. On utilise ces données donc locales, climatiques et sol. On calcule un DHYK local. Et ce DHYK local, là, c'est le petit point sur le graphique du milieu. Alors, le graphique du milieu, c'est en climat passé et en climat futur. Là, chaque rectangle correspond à un scénario, à un horizon temporel. Et du coup, ce DHYK de notre point va varier en climat futur. Et par contre, le seuil là, dépend de chaque essence. Donc, il y a un graphique comme ça par essence. Et donc, on voit que notre situation locale peut être favorable en climat passé, puis devenir défavorable en climat futur, ou rester favorable en climat futur. Bon, donc, ça va dépendre des essences, des conditions locales et des seuils calés au niveau européen. L'outil s'organise. Alors, pour l'instant, c'est un prototype. Pour l'instant, il s'organise de manière un peu variable. Si on a des cartes de station disponibles sur toute une région, concrètement, il y a un scripteur qui fait tourner sur l'ensemble de la région et qui donne des rasters en sortie qui sont directement intégrés dans le SIG sans développement d'interface. Pour tout ce qui est relevé locaux, là, du coup, je vais développer une interface Shiny en local. Alors, en local, ça veut dire que c'est vraiment dans l'ordinateur ou sur un disque dur externe. Il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas en ligne. Et du coup, ça implique d'avoir à disposition les rasters climatiques à 50 mètres sur un disque local. Donc là, c'est un peu lourd, en fait, ce déploiement. Mais ça n'avait pas été pensé pour un déploiement large. Pour l'instant, c'est vraiment juste un stade prototype. Du coup, comme ça s'adressait quand même à des référents changement climatique qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser R, dans cette version Shiny, il y a R Portable qui est
dans les dossiers et qui évite à l'utilisateur d'avoir à installer R, d'avoir à vérifier la compatibilité de R avec les scripts ou des packages avec les scripts. Donc voilà, il y a quand même cette facilité-là qui a été apportée via l'interface Shiny. Mais voilà, la difficulté, c'est vraiment les rasters climatiques à résolution 50 mètres qui sont un peu lourds. Dans les données nécessaires, il faut des données sol. Les données climatiques à 50 mètres sont fournies. Et là, il y a plusieurs options possibles dans ce Shiny. C'est soit les cartes de station, soit les relevés Foreman. Après, la méthode de zoom 50 mètres, là, de zoomer à 50 mètres par rapport au seuil climécence, a été adaptée à d'autres stratégies un petit peu où on peut extraire le climat par parcelle et faire tourner le bilan hydrique et donc les calculs de DHYK pour différentes hypothèses de RU. Et après, l'utilisateur a juste à se positionner au sein de ces hypothèses de RU. On a également fait tourner Zoom 50 mètres sur des cartes de RU existantes à l'échelle nationale qui sont en résolution de 90 mètres. Donc voilà. Donc voilà, il y a possibilité d'appliquer cette méthode Zoom 50 mètres à plein de données en entrée. Mais là, je vais me focaliser sur l'interface Shiny. Puis si vous avez des questions sur les autres possibilités, je détaillerai. Dans le format des sorties de l'outil, on a pareil une variété de sorties qui répondent directement aux besoins. C'est-à-dire que ces sorties de l'outil, elles sont en constante évolution pour l'instant en fonction des besoins des aménagistes, des personnels qui ont besoin de faire un diagnostic avant plantation, etc. On a intégré plusieurs sorties. Alors, principalement, on a la compatibilité par essence et par point ou par polygone selon donc les deux variables, donc DHYK qui intègre le sol et TMIA qui est la température minime, qui est un peu la limitation par excès de froid, mais là qui ne fait pas intervenir le sol. Donc ça, ces cartes TMIA pourraient être intégrées en dehors du Shiny puisqu'il n'y a pas besoin forcément d'intégrer le sol. À l'horizon 2085, j'ai gardé que cet horizon-là puisque on a déjà plus de 12 gigas de données climatiques avec un horizon temporel. Donc voilà, je peux vouloir en intégrer deux. Et selon les 4 scénarios standards de climescence, alors sachant que là, ce que je vais vous présenter, c'est le Zoom 50 mètres V2 qui aurait dû être une climescence V2, mais qui n'a finalement pas vu le jour, puisque du coup, nous intégrons actuellement la track dans climescence V2 et dans Zoom 50 V3, du coup. Il y a eu une version un peu temporaire de Zoom 50 entre la V1 et puis l'intégration de la track. Et la deuxième sortie un peu qui avait été demandée, c'était les diagrammes emprothermiques pour alimenter un peu les aménagements, où on rajoute en fait l'information de déficit hydrique mois par mois selon les différentes hypothèses de RU et les différents scénarios climatiques. Donc les diagrammes emprothermiques classiques, c'est les barres bleues, là, donc, qui sont les précipitations mensuelles, janvier, février, mars, avril, etc. Et la température, la courbe noire. Et ce qu'on a rajouté là avec Zoom 50, c'est les déficits hydriques calculés pour chaque mois et pour différentes valeurs de RU. Donc, il y a la valeur de RU moyenne qui est en rouge, là, c'est les barres rouges, avec un DHYK par exemple ici moyen de 48 mm, mais on voit que le déficit apparaît en juin et puis il est surtout présent en juillet et en août. Et quand on est sur les valeurs de RU minimales du jeu de données, là, on a un déficit hydrique qui est plus fort mais qui, pour ce cas-là, n'apparaît pas plus tôt ni disparaît pas plus tard. Par contre, quand on est sur les valeurs de RU du sol maximal, on n'a pas de déficit hydrique en climat passé, en 1981-2010. Voilà, donc ça aide un peu les gestionnaires à comprendre un peu le climat et l'impact du climat avec le sol sur les déficits hydriques qu'il y avait et qu'il va y avoir en climat futur. Les compatibilités, donc c'est DHYK positionné par rapport au seuil européen. Donc, je vous ai présenté là, le graphique du milieu, là, qui sont les diagrammes hein, de compatibilité. Et à gauche, on a condensé cette information de diagramme en code couleur par station. Là. Donc, ça, c'est une carte de station qui a été transformée en carte de réservoir en eau des sols. Et pour le HET, là, Fagus Helvetica, si on compare les DHYK de chaque scénario par rapport au seuil du être, on a des scénarios qui sont incompatibles, des scénarios qui sont compatibles. Et quand on est en rouge foncé, on est incompatible, y compris en climat passé.
Quand on est en vert, on est compatible pour tous les scénarios, donc y compris les scénarios futurs les plus pessimistes. Et le gradient, bah, du coup, fait intervenir les différents scénarios. C'est-à-dire que quand on est dans le rouge un peu plus clair, ça va être incompatible selon les scénarios futurs seulement. Orange, c'est incompatible selon les scénarios futurs les plus intermédiaires et pessimistes. Jaune, c'est incompatible selon le scénario pessimiste futur. Et voilà, et je reviens en vert. Donc ça nous a permis d'intégrer les différents scénarios dans un seul code couleur qui permet de simplifier un petit peu l'information par rapport au diagramme de compatibilité et puis de le représenter sous format cartographique. Je reviendrai un petit peu parce qu'en fonction des données disponibles, voilà, il y a différents formats de sortie. Alors, comment le changement climatique et les incertitudes associées sont pris en compte dans l'outil? Là, du coup, on a bah, ce fameux code couleur enfin, on voit qu'on fait intervenir les différents scénarios. Alors, sur cette V2 de zone 50 mètres, c'est les 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre du CMIP6, donc, qui est dans le dernier rapport du GIEC de 2021. On a pris seulement le modèle médian qui correspondait à la moyenne des modèles disponibles dans Shelsa V2. Par rapport à Climessence V1 qui avait donc seulement 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et puis moyenne des modèles et modèle pessimiste. On avait fait le choix ici là d'intégrer seulement la moyenne des modèles ou le modèle médian, puisque là, ça donne vraiment les mêmes résultats là, sur Shelsa V2. Pour avoir quelque chose de vraiment tendanciel, en fait, on s'est rendu compte que dans Climessence et modèle IPS, le modèle pessimiste du scénario RCP 8.5 n'était quasiment pas utilisé puisqu'il était vraiment très pessimiste dans les résultats. Donc, en gros, il n'apportait pas beaucoup d'infos, si ce n'est que voilà, la forêt, ça aurait été compliqué de maintenir un état boisé selon cette hypothèse-là. Donc là, on a préféré partir sur quelque chose de très tendanciel et d'intégrer tous les scénarios, donc optimistes avec le RCP 2.6, intermédiaire avec le RCP 7.0 et pessimiste avec le RCP 8.5. Ça permet d'avoir un peu la gamme des scénarios d'émissions de CO2. Et pour la partie modèle climatique, là par contre, on n'est que sur la moyenne des modèles. Dans Zoom 50 mètres, dans Climessence, on a les modèles mini, moyen et maxi, mais pareil, pour une question de taille des données à 50 mètres, on a préféré là ici rester sur les scénarios un peu tendanciels et pas intégrer le min et le max. Alors, sur les choix de conception, on a beaucoup travaillé sur cette méthodologie de zoom, de compatibilité entre Climessence et cet outil qui devait donc adresser l'échelle de la parcelle. Ça a pris un certain temps à construire puisque on a des données donc en bas à gauche, donc enfin, la ligne du bas là, c'est les données climatiques en climat passé pour le TP de juillet, donc le TP évapotranspiration potentielle. Les données climatiques qui sont dans Climessence, là, c'est des données à résolution de 1 km, donc c'est la carte de gauche. Et là, on voit bien, donc on est sur un massif montagneux, on est sur les Bauges, on voit bien que cette résolution-là, pour l'échelle parcellaire, elle n'est pas du tout satisfaisante. Et par contre, les données digitalistes, là, ici, donc les données du MR Silva, créées par Christian Prédalu et son équipe, au milieu, sont en résolution de 50 mètres, disponibles que pour le climat passé. Donc, c'est des données qui sont basées sur les observations. Elles sont beaucoup plus pertinentes à résolution de 50 mètres puisqu'elles nous permettent d'avoir une finesse sur les effets de versant, sur les effets d'altitude, qui sont vraiment nécessaires, notamment quand on est dans des zones à relief, pour aider à la décision. Et le problème, c'est qu'entre ces deux sources de données, il y a un petit décalage dans les valeurs absolues. Et nos seuils sont calés sur les données à gauche. Donc, il fallait absolument garder la compatibilité entre les données de Climessence et les données de résolution 50 mètres. Et donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un recalage entre ces données Shelsa V2 à 1 km et ces données digitalistes à 50 mètres. Donc, quand on dézoome les données de zone 50 mètres qui sont à droite, à la résolution de 1 km, on a la même valeur que Climessence. Par contre, au sein de ce pixel de 1 km, on va intégrer les effets de relief vus, entre guillemets, par les données digitalisées.
Donc ça nous a permis en fait d'avoir une compatibilité, de pouvoir utiliser les seuils de clinescence tout en ayant une information plus fine à la parcelle. Malgré tout, on ne résout pas tous les problèmes en faisant ça. C'est que si les données à 1 kilomètre, et c'est le cas, sont moins précises que les données à 50 mètres, parce que les données à 1 kilomètre sont basées sur des données observées moins nombreuses que ce que Digitalis peut faire, puisque c'est des données Météo France, pas des données des postes Météo France interpolées, mais du coup, il y a beaucoup plus de points d'observation que dans Shelsa. Bah forcément, la valeur de Shelsa, elle est moins bonne en valeur absolue que celle de Digitalis. Mais comme nos seuils sont calés sur Shelsa, bah, du coup, on est obligé de garder les valeurs de Shelsa à 1 kilomètre. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un peu important là, sur les massifs montagneux où on se rend compte que les précipitations prédites par Shelsa sont vraiment très très élevées par rapport à la référence qui pour nous est Aurélie ou même Digitalis, donc des données observées en France. Mais ça, on n'a pas moyen en fait de corriger ça sans perdre la compatibilité pour les seuils. Euh, voilà. Alors, c'est pareil, nous, on a aussi le même écueil que pour les modèles de niche dont je parlais au début, c'est que on n'est pas forcément très bon dans les points de l'inventaire forestier qui échantillonnent vraiment de manière très incomplète les croisements de conditions pédoclimatiques. Et notamment, quand la modélisation régionale du climat est un peu imparfaite, ben voilà, nos seuils ils sont pas assez flous, notamment en zone de montagne. Mais voilà, c'est une des limites qu'il faut garder en tête. Malgré tout, la donnée Zoom 50 permet aux gestionnaires d'apporter la finesse dont il manque en fait dans Clinescence, notamment tout ce qui est effet de versant, versant sud, versant nord, tout ce qui est gradient fin d'altitude, les petits fonds de vallon, etc. Alors, la réflexion qu'on a eue par rapport au format et aux différents niveaux d'utilisation, là, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les concepteurs et les utilisateurs pour définir les sorties nécessaires. J'en ai un petit peu parlé. Mais aussi pour les méthodes d'acquisition des données seules en entrée. Notamment, cet outil, au début, était vraiment conçu pour aider à l'actualisation des cartes et des catalogues de stations en climat changeant quand il n'y avait pas de catalogue intégrant les effets du changement climatique, comme ce qui peut être fait en Grand Est par le CNPF. Quand on n'avait pas cette actualisation des catalogues, finalement, on peut utiliser Zoom 50 en réutilisant les cartes de station. On sait que la station, là par exemple, dans ce catalogue-là, la station 1140, si on va dans le catalogue, on a un profil type, donc une fausse pédologie qui a été décrite. Et ces profils types ont été saisis dans EcoPlante, la base de l'UMR Silva. Avec cette base de données, on peut calculer un réservoir en eau et l'associer à la station, par exemple, 1140, ce qui nous permet d'avoir des cartes de réservoir en eau au lieu d'avoir des cartes de station. Et ça, du coup, si on couple avec le climat à 50 mètres de zone 50, ça nous donne le DHYK en climat passé et en climat futur. Et on peut comparer au seuil pour aider l'aménagiste, le référent changement climatique à actualiser ses préconisations par station ou pour son massif. Euh, Voilà, donc là, c'était vraiment une demande forte ONF là-dessus. On a beaucoup travaillé sur les liens entre le SIG, ONF et les noms de stations qui étaient dans ce SIG-là et ce qui était saisi dans EcoPlante pour pouvoir en fait convertir ces cartes de station en cartes de RU et aider à l'actualisation des cartes de station en climat changeant. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a ce prototype qui a beaucoup varié, à la fois dans les données d'entrée et dans les données de sortie. Les référents ont eu accès du coup, à un extrait de la base EcoPlante avec leur catalogue pour les aider à faire la conversion des cartes de station vers les cartes de RU et du coup intégrer ça après dans Zoom 50 mètres. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de dire une chose, c'est que comme Zoom 50 mètres, je vous l'ai dit au début, c'est vraiment la question, c'est quelle est la position de ma station ou de ma parcelle par rapport au déficit hydrique européen maximum que l'essence, enfin au-delà desquels l'essence n'est plus observée à l'échelle européenne. Bien sûr, quand on actualise les stations climat changeant, là, moi, je fais varier que le déficit hydrique
Et donc, il faut garder en tête qu'il y a d'autres facteurs limitants à réintégrer à Dire d'Expert, comme l'engorgement temporaire, l'acidité, la compacité du sol, etc. Et donc ça, on peut se baser sur l'expertise des catalogues de stations qui reste vérifiée, qui reste ce qu'on a de plus fiable à l'heure actuelle, en se disant que oui, l'engorgement temporaire, il va varier en climat futur, mais on ne sait pas du tout comment. Donc autant garder les préconisations du catalogue de stations et rajouter ça comme filtre oui, non au résultat de Zoom 59. Voilà. On va revenir là-dessus si c'était pas très clair. Ouais. Ah ben voilà, je le dis là. On a aussi les fiches essence de Climessence qui nous permettent de rajouter ce dire d'expert. Là, par exemple, sur la tolérance à l'engorgement, j'ai fait un extrait de Climessence juste pour 3 essences. Voilà, il y a donc le filtre sol qui est ajouté. Et pour nous, il est ajouté à dire d'expert, puisque pour l'instant, les modèles qui intègrent ce filtre sol autre que le réservoir en eau euh, n'est pas suffisamment mature et surtout les données d'entrée des modèles ne permettent pas d'avoir tous les croisements entre engorgement et déficit hydrique, entre acidité et déficit hydrique, etc. Donc l'outil, là, Zoom 50 mètres, il est entièrement complémentaire à Clinescence. Il a été fait pour être complémentaire et compatible. Est-ce qu'il est comparable, complémentaire à d'autres outils? Bah, pas tellement, parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'autres outils qui répondent à cette question-là. Il y a des outils d'actualisation des stations climat changeant hein, qui intègrent les critères, les filtres sols là, à ajouter à dire d'expert, mais qui vont du coup sont plus à dire d'expert, parce que nous, on n'a pas rajouté dans Zoom 50 mètres. Quand on zoome à 50 mètres, il y a quand même dans les limites à rajouter par rapport à Climessence. Donc, je n'ai pas à reciter toutes les limites de Climessence. Mais il y a effectivement les risques biotiques qui ne sont pas pris en compte dans Zoom 50 mètres, les événements extrêmes non plus, puisqu'on est sur des moyennes trentenaires ou vingtenaires climatiques, hein, donc des moyennes par mois en plus, donc ce n'est pas du tout de la donnée journalière. Donc on a les événements extrêmes sont intégrés hein, dans la moyenne trentenaire, mais c'est pas explicite. Et puis de toute manière, c'est très très difficile de dire là, tel jour, de tel mois, de telle année, dans le futur, on aura une grosse sécheresse, une grosse canicule, etc. Donc là, pour l'instant, ce n'était pas suffisamment mûr pour être intégré dans cet outil d'aide à la décision à la destination des gestionnaires. L'incertitude autour des seuils européens, donc tout ce dont j'ai parlé, la localisation des points de présence, l'incertitude des données climatiques à 1 kilomètre, ça a un impact beaucoup plus important dans Zoom 50 que dans Climessence. C'est pour ça que dans Zoom 50, dans les sorties, on a gardé les sorties aussi par seuil. On a gardé le seuil 99%, le seuil 97,5%, le seuil 95%, pour donner un peu aux gestionnaires aussi une notion de distance au seuil. Quand on est très proche du seuil, la couleur là, du rouge au vert, elle est à considérer avec beaucoup plus de précaution que quand on est loin du seuil. Si vraiment on a de la marge, on peut se dire que si on est dans le vert, on est vraiment dans le vert. Si on est dans le rouge, on est vraiment dans le rouge. Quand on est proche du seuil, en fait, le rouge peut vite devenir le orange ou le jaune. Ça va vraiment dépendre un peu de ces données et de la qualité des données qui ont été intégrées pour calculer les seuils européens. Je vais passer une petite démonstration donc le Shiny, en fait, ouais, c'est un dossier qui se présente comme ça, qui s'appelle Zoom 50 disque dur V2, là, DDV2. On doit juste double-cliquer sur un fichier qui s'appelle Run. Et enfin, d'abord, il faut avoir ouvert Internet Explorer et double-cliquer sur le run.bat. Et vous voyez que dans le dossier, il y a Air Portable et puis il y a tous les scripts qui sont du coup en accès libre. Hein, c'est pas du tout protégé, c'est vraiment au stade prototype. Et là, quand on a cliqué sur le run, cette interface s'ouvre via Internet Explorer. Et du coup, l'utilisateur n'a pas beaucoup d'étapes à renseigner. Il doit d'abord dire si ces données d'entrée, c'est un relevé port-éval, donc un relevé ponctuel, ou une carte de station transformée en carte de RU. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est en forêt de Lalonde, où la carte de station a été transformée en carte de RU. Et donc, l'utilisateur doit sélectionner son shape là, qui contient les valeurs de RU et donner le nom de la variable
contient les valeurs de RU, parce que la variable, il peut l'appeler comme il le veut, comme il le souhaite, et il faut juste dire à l'interface comment il l'a appelé. Le nom de la zone étudiée, il n'y a pas de format obligatoire, c'est juste que les résultats vont se trouver dans un dossier qui aura ce nom-là, donc c'est important de mettre un dossier qui a un sens pour nous, mais il n'y a pas de règles. Cette cartographie-là, ça permet juste de vérifier qu'on a bien intégré les bonnes données, qu'on est au bon endroit, qu'il n'y a pas eu de problème dans le shape, notamment dans les shapes, c'est un peu des fois compliqué, parce que ça, c'est l'utilisateur qui va créer ce shape de station transformé en shape de RU. Quand on est sur des données Foreval, c'est un peu plus standardisé, puisque l'application, c'est elle qui crée les fichiers. Donc, si l'utilisateur n'a pas été dans les fichiers et ne les a pas modifiés dans Excel, par exemple, bah, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça, c'est plutôt pour, voilà, dès qu'on est sur les shapes de station, des petits problèmes dans les données. Je vous montre ce que ça donne avec un relevé Foreval aussi. Donc là, je vais changer, je vais mettre le test. Là, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'effectivement, je lui ai saisi trois fichiers alors qu'il n'en veut qu'un. Pour Foreval, du coup, l'utilisateur peut choisir, s'il a fait un relevé complet sur le terrain, il va choisir le fichier qui s'appelle Foreval date, donc année, mois, jour, et qui finit par profil.csv. S'il a fait juste un diagnostic de RMU, un diagnostic simplifié, le fichier va s'appeler Foreval, pareil, année, mois, jour, et il finit par diagnostic. Donc, peu importe s'il a fait un diagnostic simplifié ou un relevé de sol complet, il peut choisir l'un ou l'autre. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il ait autorisé le téléphone à enregistrer les coordonnées. Sinon, on ne peut pas récupérer les données climatiques. Et là, ici, on ne peut pas afficher le point. Un relevé Foreval, ça contient un à plusieurs profils de sol qui ont été observés sur le terrain. Là, il n'y en a qu'un seul. Pareil, hein, on peut vérifier si le point se situe au bon endroit avec un fond OpenStreetMap ou OpenTopoMap. Là, le Shiny Zoom 50 mètres, il marche même si on a fait 100 profils. La seule chose à garder en tête, c'est que extraire du climat à 50 mètres et faire des calculs là-dessus, ça prend quand même pas mal de ressources. Et donc, si on a un ordinateur qui n'est pas très performant, il vaut mieux traiter par petites zones, c'est-à-dire un maximum un massif forestier, que d'essayer de traiter un département complet avec des relevés répartis sur l'ensemble du département. Voilà. Une fois qu'on a mis les données sol, là, donc à gauche, on passe aux trois étapes là, de récupération de climat, calcul et sortie graphique. Donc, bien sûr, il faut les prendre dans l'ordre, sinon ça ne marche pas. Mais on peut faire la première étape, arrêter et revenir et redémarrer à l'étape 2. Mais il faut avoir fait l'étape 1 quand même avant. Enfin, voilà. Ça peut être découplé dans le temps, les étapes, mais par contre, il faut quand même qu'elles soient dans l'ordre. Là, ici, l'utilisateur, il a juste à sélectionner le dossier qui contient tous les rasters climatiques. Donc, le dossier, il s'appelle Digitalis recalé Lambert 93 et 50 mètres. Donc là, c'est la V2, puis bientôt, il y aura la V3 avec la track. Et après, l'utilisateur a juste à cliquer sur récupération climat. Il y a une petite barre d'avancement qui s'affiche en bas à droite où on dit quel scénario est récupéré. Donc là, sur Foreval, le Shiny, il récupère du coup le climat du point, enfin du ou des points Foreval qui ont été saisis là à gauche. Quand c'est la carte de station, ce qui se passe, c'est que pour chaque polygone, le script va récupérer les données. Donc, un raster, c'est comme une image, chaque pixel de 50 mètres sur 50 mètres, il contient une valeur, par exemple, de précipitation pour le mois de janvier en climat passé. Et quand il y a plusieurs pixels de précipitation du mois de janvier en climat passé dans un des polygones du shape qu'on a saisi, le script, là, il va faire la moyenne pondérée par le recouvrement, par le pourcentage de recouvrement entre le polygone et les pixels du raster. Donc, en gros, on va avoir une sorte de climat moyen sur le polygone. Donc, plus les polygones sont fins, plus on va avoir une discrétisation du climat, plus les polygones vont être grossiers, plus le climat va être moyenné au sein du polygone. Voilà, donc là, il récupère les données climatiques. Ensuite, on lance les calculs. Le calcul, c'est du coup faire un bilan hydrique entre le sol et le climat. Donc, chaque mois, on a le réservoir en eau. Là, c'est la donnée sol à gauche
qui peut être rempli ou vide, ça dépend du mois d'avant. On va remplir le sol avec les précipitations, on va le vider avec l'évapotranspiration et le niveau de remplissage de réservoir utile du mois N va être réutilisé pour le mois N plus 1 et chaque mois, voilà, on va regarder le niveau de remplissage du mois précédent et remplir avec les précipitations du mois et vider avec l'évapotranspiration du mois. Donc ça nous permet de calculer le déficit hydrique qui n'intervient que quand le sol est vide. On n'a pas de seuil de régulation de la transpiration, on n'est pas sur des données journalières comme dans le Biljou. C'est vraiment des données mensuelles. Donc, en fait, on a fait quelque chose de très, très simple. C'est une vidange linéaire du réservoir en eau. Il n'y a pas de seuil de régulation de la transpiration. Et on commence à chiffrer en déficit hydrique quand le réservoir est vide, mais que le climat demande toujours à l'arbre de transpirer. Voilà, donc là, il suffit d'aller une fois que le climat a été récupéré, il suffit d'aller dans calcul, faire le calcul DHYK et le TNA. Et une fois que ça a été calculé, pareil, cliquer sur le bouton pour avoir les sorties graphiques et SIG. Donc là, je vous présente directement le résultat. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En gros, là, le Shiny, il a préparé un dossier dans lequel il a mis tous les résultats. Je suis passée un peu vite sur le format. Donc, dans les résultats, il y a un shape avec les compatibilités. Donc, ça permet de réintégrer ça dans un SIG et puis d'intégrer différents fonds cartographiques. Et il y a un certain nombre de fichiers de sortie un peu préconçus sous format PDF ou Excel pour que l'utilisateur qui ne manie pas bien le SIG s'en sorte même sans avoir un sigiste à portée de main. Les diagrammes ombrothermiques, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Là, sur la carte des stations de la Londe, on voit qu'il y avait voilà, effectivement des valeurs de réservoir en eau qui allaient de 55 mm à 158. Donc, c'est assez varié en termes de stations forestières. Et on voit très bien que dès que le réservoir en eau est faible, le déficit hydrique apparaît plus tôt, disparaît plus tard. Donc, c'était en climat passé. Et en climat futur, bah forcément, tout ça s'accroît. En fait, l'intensité et pareil, la durée du déficit hydrique augmente. Donc là, c'était le RCP 2.6, c'est pas encore catastrophique. On est dans les accords de Paris, c'est un scénario assez optimiste. Mais après, si on va sur les scénarios plus pessimistes, on voit que voilà, le déficit apparaît plus tôt, disparaît plus tard, et que même les sols profonds ont un déficit hydrique qui apparaît et qui peut être quand même relativement important, puisque là, on va avoir 210 mm de déficit hydrique annuel pour ces sols profonds, alors qu'en climat passé, on était à seulement 20 mm de déficit hydrique annuel. On a, donc ça c'était les diagrammes ombrothermiques, les diagrammes de compatibilité, donc je vous ai montré là pour les points forts éval, mais quand on a une carte de station, ben, en fait on a un graphique qui ressemble plus à ce qu'on a dans Climessence, où les barres vertes, là, enfin les barres grises à vertes sont coloriées en fonction de la densité de polygones qui ont la valeur de DHYK correspondante là, sur l'axe des ordonnées. Donc là, on voit par exemple en climat passé, sur cette forêt de la Londe, on avait quand même pas mal de déficits hydriques qui étaient inférieurs ou égaux à 100 mm et très peu qui dépassaient. Et quand on passe en climat futur, ben voilà, on va avoir plutôt une majorité des polygones qui sont compris entre 300 et 200 mm de déficit hydrique, avec toujours le grisé, là, c'est des faibles fréquences de polygones, mais on a des polygones qui peuvent monter jusqu'à 450 mm de déficit hydrique annuel. Et là, dans ces barres de compatibilité, du coup, on a une page par essence, donc là, c'est le sapin pectiné, avec les seuils de tumescence dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les trois seuils, 99, 97,5 et 95. Et quand on change de page, ces barres grises à vertes ne changent pas, puisqu'en fait, c'est la forêt, c'est la situation de la forêt. Par contre, les seuils vont changer en fonction donc, des seuils de tumescence. Donc là, ça permet de voir que, par exemple, effectivement, sur la Londe, pour le sapin pectiné, bon, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, pour l'érable de Montpellier, bah, voilà, même selon le scénario le plus pessimiste du GIEC actuel, hein, et ben, en fait, on reste en dessous des seuils pour tous les polygones de la forêt. Cette info-là, on l'a avec le fameux code couleur rouge à vert. Là.
Et on l'a dans donc, deux sorties, la table de compatibilité au format Excel la cartographie là, alors que j'ai appelé Barycentre, le climat moyen. Alors, pour le fichier Excel, là, le fichier Excel correspond, pardon, on revient. Il correspond à la table attributaire du shape. Donc, je décris un tout petit peu. Chaque ligne, c'est un polygone. On voit dans les colonnes, c'est les colonnes qui avaient été utilisateurs. Donc, ça, c'est le code de la station 321, 323, etc. Ça, c'est le nom du catalogue. Donc, c'était le catalogue de Brett. On a un code aussi DRA, la directive régionale d'aménagement. Il y a d'autres codes de parcelles, etc. Donc, ça, c'est vraiment les colonnes qui proviennent du shape initial de l'utilisateur. Et ce qui est important, c'est les niveaux de RU par station ici, et donc les calculs de DHYK qui sortent du Shiny, là, donc en climat passé et selon les trois scénarios futurs. Et ensuite, la comparaison de ces DHYK par rapport au seuil par essence donne le code couleur. Là, dans les cases, donc chaque case, c'est un polygone fois une essence. Alors ici, au seuil 97.5. Avec ce code couleur que j'ai détaillé un petit peu tout à l'heure, mais je vais juste refaire rapidement. Donc, vert, c'est compatible pour tous les scénarios futurs et passés. Jaune, c'est incompatible selon le scénario le plus pessimiste futur. Donc, le RCP 8.5. Orange, c'est incompatible pour les scénarios RCP 8.5 et 7.0, donc intermédiaire et pessimiste. Rouge, c'est incompatible pour tous les scénarios futurs, y compris les accords de Paris. Et rouge foncé, c'est que c'est incompatible déjà en climat passé. Donc, si l'essence est présente, ça veut dire que vraiment, il faut être très vigilant parce que ça n'aurait pas dû être le cas. Là, du coup, dans la légende aussi, on a tous les codes. Donc, c'est les codes de climescence, Abal, Sabil, Salba, etc., etc. Avec le nom français, puisque bah, du coup, dans les colonnes, là, c'est compliqué d'avoir des noms trop grands. Hein, c'est des tables attributaires de SIG, donc il faut avoir des noms assez courts. Ce que je vous disais, c'est que quand on est à l'échelle locale, il faut être très vigilant par rapport à la proximité au seuil. Et donc, on voit ça avec les différents onglets. Là, on est à l'onglet 97.5. Et si on change d'onglet, on voit par exemple là pour ce premier polygone que Abies albal, le sapin pectiné, bon, il était en orange en 97.5. Hop là. Orange aussi au 99, mais si on est au seuil 95, on est dans le rouge. Donc là, ça veut dire quand même qu'on est très proche des seuils et que du coup, il faudra être plus vigilant que si on reste dans la même couleur en changeant les seuils. Et les cartes que ça donne par défaut ici, donc c'est sur fond blanc, bah, du coup, c'est le seul code couleur, mais cette fois-ci, les polygones, je vous référencer. Enfin, voilà, on a une distribution spatiale du code couleur. Voilà, donc ça, c'était un besoin des utilisateurs qui avaient besoin d'avoir à la fois la carte, mais aussi le fichier Excel pour pouvoir filtrer sur leur parcelle, leur station, arriver à jongler d'un autre, puisque du coup, on a à la fois dans les utilisateurs des personnes qui n'ont pas forcément accès au SIG ou qui, du coup, ont un accès moins fréquent, des utilisateurs qui ont un accès au SIG. Donc, voilà, il fallait des sorties pour tout ce panel d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande palette de sorties graphiques. Voilà pour la démonstration. Stratégisation et de déploiement. Alors, l'outil a été testé, alors surtout via la validation des projets IKS Maps 1 et 2 hein, pour les sorties IKS de Clunescence. Et après, sur l'échelle locale, ça a été testé plutôt via le réseau des référencements phonétiques ONF pour voir un peu quelle était surtout l'utilité de cet outil, de ce zoom à 50 mètres pour les aider à actualiser leur préconisation. Voilà, donc on a déployé seulement en interne, ce qui a donné différentes stratégies de déploiement. En fait, un peu, il y a des régions qui ont déployé jusqu'aux agents forestiers ce Shiny, même s'il n'est pas encore très simple d'utilisation, parce qu'ils n'avaient pas des cartes de station déjà disponibles et donc il fallait pouvoir faire un diagnostic pour chaque projet de plantation. D'autres régions qui disposaient de cartes de station à l'échelle régionale. Et donc là, on a pu faire tourner zone 50 mètres sur l'ensemble de la région.
et mettre à disposition seulement les résultats. Donc voilà, là, il y a eu vraiment différentes stratégies de déploiement et d'utilisation des résultats en fonction des données disponibles. Et puis là, tout récemment, il y a eu des demandes d'accès à Zoom 50 mètres de la part des coopératives forestières. Donc là, on a déployé auprès des référents hyper-sol qui avaient été formés du coup au diagnostic sol et un petit peu à tous ces aspects de choix d'essence en climat changeant. Donc, il y avait une bonne connaissance des limites de l'outil pour qu'ils nous fassent un retour d'utilisation et qui nous aident un peu à dresser un cahier des charges pour rendre l'outil plus accessible. Puisque là, pour l'instant, voilà, c'est un peu lourd à deployer et vraiment, enfin, l'interface pourrait être largement améliorée. Il y a également un partenariat CNPN of l'ONF avec la formation des référents de ClimSol à Zoom 50 mètres. Donc ça, c'est extrêmement récent. C'était la semaine dernière. Du coup, là, c'est pareil. L'idée, c'est de se faire des retours d'utilisation, enfin, d'essayer de bénéficier des retours d'utilisation du CNPF pour enfin, essayer d'avoir un cahier des charges d'un outil qui serait multi-utilisateur, mais pas que au sein de l'ONF, mais aussi à l'extérieur. Alors, bon, les conditions d'accès à l'outil aujourd'hui, comme c'est un prototype, voilà, vous voyez que l'accès a été ouvert que à des personnes qui ont demandé l'accès, qui étaient formées et des utilisateurs qu'on va qualifier d'avertis, quoi, qui sont pas complètement écœurés par 13 gigas de données avec Air Portable et puis des fois des choses qui marchent pas hyper bien, etc., etc. Alors, durabilité de l'outil, les mises à jour, elles sont rapides, puisque, bon, là, du coup, on a fait la Zoom 50V2, la V2 en 2022, dès la sortie du rapport du GIEC. Le Zoom 50V3 est prévu pour 2025. En gros, dès que le Primessence est actualisé, du coup, on va prendre en compte la track à l'horizon 2100, du coup, avec Digitalis V3, la dernière version de Digitalis qui est arrivée en début d'année. Le retour d'expérience, c'est majoritairement des échanges bilatéraux. Il y a eu pas mal de co-encadrement de stages, de mise en œuvre de l'outil sur des données locales, notamment je détaillais au début tout ce qui est catalogue de stations, comment attribuer un réservoir en eau aux différentes stations des cartes. Et donc, ces co-encadrements de stage m'ont permis, moi, de voir un peu comment étaient perçues les sorties de l'outil, quels étaient un peu les dangers, parce qu'en fait, quand on a cherché à zoomer sur Climessence, notre grande crainte, c'était un peu la surinterprétation des cartes, puisque là, du coup, on peut créer des cartes à échelle locale, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur ces cartes-là, et on avait peur que cette incertitude soit vite oubliée. Et finalement, en fait, en faisant tous ces échanges bilatéraux, ces encadrements de stage, ça nous a pas mal rassurés sur la mise en œuvre et l'interprétation des cartes. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui vont mal interpréter les cartes qui sortent de Zoom 50 mètres, hein, ça existe. Mais finalement, on s'est rendu compte que Zoom 50 mètres était vraiment pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire une aide à la décision et pas du tout un outil presse-bouton qui donne une seule réponse à intégrer directement dans le projet de plantation, etc. Alors, les acteurs impliqués dans le retour d'expérience, on a parlé un tout petit peu avant. Chez nous, c'était les référents changement climatique. Et là, dans les tests auprès des coopératives et du CNPF, ce sont les référents IPR Sol et BioClimSol. Pour l'instant, en termes de soutien financier, montage et soutien financier et moyens humains, donc c'est qu'un financement interne pour la partie Zoom 50 mètres, mais on bénéficie énormément de tout ce qui est fait pour la partie Climessence. Donc voilà, c'est un peu compliqué de distinguer les deux. Et du coup, il n'y a pas vraiment de promotion de l'outil. Là, pour l'instant, c'est que des réponses aux demandes exprimées par les différents partenaires. Et clairement, s'il doit y avoir un accès plus large à l'outil Zone 50 mètres, il faut plus de moyens parce que du coup, j'ai répondu à est-ce qu'une équipe travaille dessus et mobilisée autour de l'outil? Ça dépend de la taille mini de l'équipe parce que du coup, je pense qu'en ETP à temps plein, on est à moins de 1 répartis sur plusieurs personnes. Donc voilà, c'est pas vraiment une équipe. Et clairement, on n'a pas vraiment réfléchi à si une personne de l'équipe part, enfin, de manière officielle, quoi. Parce que là, c'est clair que si une personne de l'équipe part, c'est la disparition de l'outil.
mais c'est pas forcément quelque chose qui a été voulu, quoi. C'est pas quelque chose qui est conscientisé, on va dire. Et du coup, clairement, il faut qu'on mette plus de moyens financiers et humains dans cet outil s'il y a un intérêt hors ONF. Pour l'intérêt interne à l'ONF, pour l'instant, bon, ce bricolage prototypique marche assez bien. C'est très fragile, mais ça marche encore puisqu'il y a des référents changement climatique pour déployer. Et c'est eux qui font le SAV. Voilà. Parce que clairement, là, sur les déploiements vers l'externe, du coup, c'est vers moi que se tourne le SAV et là, ça devient plus compliqué. Voilà. Bilan des difficultés, ben, voilà, la principale difficulté c'est par rapport à l'accès en externe, c'est l'aspect prototype qui n'est pas le plus simple à déployer. Et si les demandes d'accès sont en très forte augmentation, pour l'instant, on ne peut pas en être 100% sûr puisque c'est que des demandes de cette année, des demandes d'accès externes qui datent de 2024, qui sont très très récentes. Mais voilà, si ça devait augmenter, bah, clairement, là, on n'a pas une offre en face qui soit suffisamment solide pour réagir à ces demandes d'accès. Clairement, il n'y a pas d'offre de formation, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas d'équipe dédiée à ça. Il n'y a pas de solution informatique pour l'outil, etc. Je vous remercie pour votre attention. Et, je vous fais la place aux questions.